Hey les gens! En cette période d'élection présidentielle, je voulais faire une vidéo politique, quoique ce ne soit pas la première. Mais pour cette même raison, le fait qu'on soit en période d'élection, je me suis dit que si je faisais quelque chose de trop référencé à l'actualité, vu la crispation qu'il y a autour, l'espace commentaire risquait de ressembler à ça. Cela dit, 1er avril, en théorie, ça veut dire film pourri, mais celui que je comptais faire était tellement mauvais que je n'ai pas eu le courage. J'ai donc trouvé comment conseiller politique et vidéo tout de même spéciale. Exceptionnellement pour ce 1er avril, on va traiter d'un téléfilm sur la politique avec les guignols de l'info, la fiction. Ah, les guignols de l'info, une émission cultissime de la télévision française qui a tout de même duré 25 ans, et même 30 si on compte les 2 premières années où c'était les arènes de l'info, et les 2 ans et demi guignols de version Vincent Bolloré, ou ouais bon on va dire 25, hein. De la rentrée 1990 à juin 2015, inspiré de l'émission Spitting Image Outre-Manche. Du lundi au vendredi, l'anti-journal à l'heure de diffusion des grands JT de 20h, avec des caricatures des personnalités du pays et dans une moindre mesure internationale. Présenté par la marionnette de Patrick Poivre d'Arvor, la star de l'info de l'époque. Présentateur du 20h de TF1 pendant 20 ans. Même si aujourd'hui c'est un peu malaisant quand on y pense vu que PPDA... Ils abordaient la politique, le sport, la télévision, etc., etc. Ils ont pondu beaucoup de sketchs occultes et beaucoup de répliques cultes. Sévèrement Burnel, nanar. Ah putain, 2 ans. Désolé. Ici à Nagano. Ah, Coco. Raymond Barre, en jeans. Maintenant, l'horreur a un nom. Allez, attention, bonsoir. Et si les premières saisons restent sympathiques, je dirais que c'est vers 93 et la deuxième cohabitation qu'ils ont franchi un cap. Et se sont installés dans un âge d'or qui a duré pas mal d'années. Ils avaient une liberté de ton assez dingue, et aujourd'hui à la télé du moins devenue quasiment impossible malheureusement. Vraiment, ils ont pu critiquer la politique et les politiques d'une manière inimaginable. C'était des caricatures, ce n'était pas toujours très fin, parfois répétitif quand ils tenaient des bons gags ils répétaient un peu trop, mais quand ils étaient inspirés c'était très très drôle, il y avait un vrai fond. Les patrons de la chaîne à l'époque, André Rousselet jusqu'en 94, puis Pierre Lescure, ainsi que le directeur des programmes Alain Degreffe, leur foutaient une paire royale. Cette liberté de ton, c'est ce qui a fait leur succès. En 1995, ils ont d'ailleurs enterré leur rival de TF1, diffusé approximativement à la même heure depuis 82, le Babette Show. Ils ont aussi été accusés lors de la campagne de 95 d'avoir rendu Chirac très sympathique et contribué à son élection. Leur succès leur a permis de survivre à l'arrêt de l'émission culte Nulle part ailleurs et une politique de réduction des coûts au début des années 2000. Et j'insiste sur leur liberté de ton, vu comme ils tapaient sur TF1, ils ont été encouragés par Pierre Lescure à critiquer leur chaîne plus franco. Et ils ont fait la résistance quand en 2002, Jean-Marie Messier a limogé Pierre Lescure de la direction de Canal quelques semaines après lui avoir donné 2 ans pour redresser la chaîne. Une guide, mission en calcul par les cartes d'armes rouges. Messieurs, on t'encule, on t'encule, on t'encule. Ensuite, à partir du milieu des années 2000, c'était plus ou moins bon. Comme tout programme qui dure très longtemps, ça s'est essoufflé. Mais il y avait encore des bonnes choses. Ensuite, Bolloré, proche de Sarkozy, qui avait été extrêmement brocardé, a voulu faire une version moins acerbe, plus consensuelle, diffusée parfois en crypté, parfois en clair, à des horaires changeants, ce qui forcément joue sur les audiences. Ce qui justifiera leur arrêt en juin 2018. Mais revenons 20 ans plus tôt. Au printemps 98, alors que l'émission approche des 10 ans d'existence depuis la première des arènes de l'info le 29 août 1988, une longue émission de plus de 4 heures pour fêter leurs 10 ans est prévue, avec les meilleurs sketchs, des making-of, des interventions de certaines personnalités caricaturées, mais pour fêter dignement l'événement, les auteurs Bruno Gaccio, Alexandre Charlot et Franck Magnier vont en plus travailler sur le premier et seul au final long métrage des Guignols de l'info qui sera diffusé le même soir que l'émission des 10 ans. Si tu commences à délirer, le mec il dit putain la population a disparu, on imagine quoi, la guerre, un complot, une maladie, des extraterrestres, on peut tout imaginer. En écrivant le script de ce qui est encore appelé 26 minutes, en 3 mois, au printemps 98, ils ont pour tâche de passer à un tout autre format, de 8 minutes quotidiennes à un long métrage. Donc on se demandait, leur humour va-t-il s'étioler ou va-t-il donner sa pleine mesure? Parce que je reviendrai sur l'intrigue, mais c'est quand même en grande partie un huis clos à l'hôtel Matignon. Enfin, ce qui est censé l'être. Évidemment, ce sera grandement reproduit en décor, et ce qui est réel n'a pas été tourné à Matignon. La pré-production de ce qui est maintenant la fiction commence en juin, et on sent qu'à l'époque, Canal mettait les petits plats dans les grands. Ça se voit que le budget est là, et quand on voit les chiffres, ça se confirme. 3 millions de francs pour les seuls décors, et en budget global, 10 millions de francs, soit avec l'inflation, 2 millions d'euros actuels. Beaucoup pour la télé. Il faut 8 semaines pour construire les décors, surélevés naturellement pour que les marionnettistes puissent opérer facilement. Et ces décors, ils ont un peu plus de gueule qu'au début de l'émission. Je veux dire, voilà à quoi était censé ressembler l'Elysée dans un sketch de 93, et voilà à quoi est censé ressembler le bureau du Premier ministre 5 ans plus tard. Il y a eu une légère amélioration depuis, hein.
Les voix sont enregistrées en juillet 98, ce qui permet d'admirer avec ces extraits la façon dont Yves Lecoq change de voix en un éclair. Jospin, il joue au chef? En effet. Ah oui! Nous allons hériter d'une situation désastreuse, il faut le savoir. Il faut le savoir. Eh ben, on dira que c'est le bilan des socialo-communistes. Oui, les méchants! Yves Lecoq interprète entre autres de PPDA, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et d'une tonne d'autres. On avait aussi Daniel Herzog, qui faisait Lionel Jospin, Alain Juppé, ou bien Dominique Strauss-Kahn, qui a témoigné dans le documentaire des 10 ans et y a tenu des propos qui résonnent autrement depuis. J'ai une idée personnelle de ce qu'est la sodomisation, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. On avait aussi Nicolas Canteloup qui, figurez-vous les enfants, grâce au texte de l'émission, pouvait être drôle. Oui, je sais, c'est fou. Avec l'émission C'est Canteloup sur TF1, on l'a oublié, mais c'est pourtant vrai. Surtout qu'avoir plusieurs imitateurs, ça permettait d'éviter les accidents industriels, notamment par exemple en avoir un s'occupant d'un personnage pas du tout fait pour lui. Et aussi, tenez, les hommes faisant des voix de femmes, ce que, malheureusement, Canteloup fait assez souvent, et rarement pour le meilleur. Non, là, on avait Sandrine Alexis qui jouait presque tous les personnages féminins, à part quelques exceptions, comme par exemple Arlette Laguillet, dont Yves Lecoq s'occupait, et c'était très bien. Un tournage nécessitant la participation de 50 personnes, dont 30 marionnettistes, peut commencer à la rentrée 98 pour 8 semaines, en parallèle de l'émission quotidienne, avec aux manettes un chevronné des sketchs de l'émission, Bruno Lejean. Pour que les marionnettes aient le bon timing, notamment en question mouvement des lèvres, ils envoient les répliques depuis la régie. Mais donc, l'intrigue, elle est simple. Un matin, Lionel Jospin roule dans Paris, or, les rues sont désespérément vides. Personne, pas un chat. C'était particulier de voir les rues de Paris aussi vides à une époque, mais depuis 2 ans, étrangement, c'est plus banal, hein. Et puis en passant, voir comment ils ont réussi à ce qu'on croit que la marionnette de Lionel Jospin conduisait vraiment cette voiture est assez drôle. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Mais donc, les vrais gens ont disparu. Personne ne téléphone, personne à son travail, ce qui bien sûr provoque l'inquiétude des ministres réunis à Matignon. Et quand on voit la vitesse avec laquelle les esprits s'échauffent, on sent que ça ne va pas être triste. En désespoir de cause, les socialistes appellent les dirigeants de droite qui les rejoignent à Matignon. Et voici les deux clans qui cohabitent avec toujours cette question, où sont les gens? À peu de choses près, c'est un huis clos qui démarre. Bon, déjà, il va falloir que les plus anciens fassent un effort de mémoire et que les plus jeunes découvrent un peu le gouvernement de l'époque. En 98, il devait y avoir des élections législatives, mais Jacques Chirac, dans la réalité, pour prendre de vitesse la gauche, a vu la bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale avec 1 an d'avance. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. Pourquoi? Je sais pas. La gauche l'avait emporté, et on était donc en cohabitation. Chirac président, Lionel Jospin Premier ministre. Dans les personnalités de gauche, on retrouve entre autres DSK, Martine Aubry, Laurent Fabius, Robert Hue, Michel Rocard depuis décédé. François Hollande, à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, est absent car sa marionnette ne sera créée que quelques temps plus tard, pour les européennes en 99. Jean-Pierre Chevènement, inclus au scénario, a été écarté à la dernière minute car malade à l'époque du tournage, il a même été dans le coma. Ces quelques mois de production ont également rendu obsolète la présence de François Léotard, qui durant le tournage a quitté ses fonctions de président de l'UDF, le parti de centre-droit de l'époque. Mais bon, il était toujours député, alors ça va. À droite, on retrouve bien sûr Jacques Chirac, mais aussi Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, et aussi quelques disparus comme Philippe Seguin et Charles Pasqua. J'en passe. Alain Juppé est absent, c'est dommage car lorsqu'il était Premier ministre de 95 à 97, le complexe de supériorité de son personnage avait donné quelques-uns des meilleurs sketchs de l'émission. Devant la situation, chaque personnage a sa manière de réagir. Certains deviennent philosophes, d'autres s'énervent, se lamentent ou s'accommodent bien de la situation, plusieurs complotent, mais personne ne s'inquiète de sa famille, ni de se renseigner pour savoir si la situation est la même à l'étranger. Régulièrement, ils se comportent comme de vrais gamins. Mais je suis le chef de l'UDF refondé, moi. Et moi, je suis mal de Nice, moi. Alors t'as rien à me commander. Comme dirait Jean-Yann, s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. On a aussi quelques reprises de gags de l'émission, des répliques récurrentes, naturellement les petits tics de langage de chacun, ou encore Chirac et l'informatique. Bon, alors, je clique sur le mélo. Ah, ça commence bien, y a pas de mélo. Vous connaissez? Oui. Pas de fil, pas de mélo, ça marche à pile. Le caractère de certains ressort. Par là, j'entends que certains sont beaucoup plus discrets que d'autres. Par exemple, j'ai beau l'avoir vu pas mal de fois ce téléfilm, Laurent Fabius, je ne me souviens que d'une petite scène avec lui. Sinon, il est transparent parmi les autres, quand d'autres plus extravertis sont nettement plus marquants. Michel Rocard, fidèle à son personnage dans l'émission, un type intelligent mais incompréhensible et seul, est le seul à avoir l'idée d'aller voir ce qui se passe dehors et à aller voir chez les gens. Ah tiens, un poisson Emmanuel Béard.
Une scène qui ne fonctionne pas quand on connaît la fin d'ailleurs. Mais plus ennuyeux, Rocard, je trouve que ça casse un peu le rythme. Mon attention vagabonde un peu devant ces scènes. Mais bon, pour tout spectateur qui connaît déjà l'émission et s'est bien habitué aux personnalités des marionnettes, c'est un plaisir de voir ces différentes personnalités dans cette situation de cohabitation au sens propre du terme. La désorientation en plus, presque toujours mesquin en tout cas. Les mini-sketchs de ce genre se multiplient, de même que les rapides dialogues entre deux personnalités qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir interagir. Et même une certaine avance sur l'actualité, avec une scène illustrant la scission entre Bruno Maigret, numéro 2 du FN, et le père Le Pen, le président du FN. Oh, mon Dieu. Bonjour. Scission qui est arrivée le 9 décembre 98, un mois après la fin du tournage. Dans l'ensemble, la journée avance à grands pas, elle passe bien. C'est l'occasion par exemple de les découvrir devant la télé, avec inclus des scènes vraiment irréalistes mais assez drôles. On les voit dans la cuisine à se faire à manger comme les Français moyens, même si dans les cuisines de Matignon, ils découvrent un paquet de saucisses de Strasbourg industrielles. Le standing des cuisines du Premier ministre a quand même sacrément baissé, non ? Enfin, techniquement, j'insiste, il faut applaudir le boulot réalisé. Un court-métrage de 2 minutes prend des heures, voire des jours de tournage à l'équipe selon sa complexité, alors un long-métrage dans lequel on a régulièrement une quinzaine de personnages dans le même plan, ça a dû être compliqué. Et puis il y a le dernier plan aussi, qui a nécessité la plus longue grue de cinéma d'Europe. Une scène d'ailleurs pour laquelle l'auteur Bruno Gaccio prête sa voix. Voilà, un jour bien quoi. Un jour de mou, mais un jour bien. C'est tout. Le tournage s'achève le 5 novembre 98, reste 3 mois de post-production pour le montage et l'enregistrement de la musique, ce qui s'est fait en décembre. Et ils ont réussi à avoir Vladimir Cosma à une époque où il commençait à se faire plus rare. Mais Cosma a eu très tôt dans sa vie une conscience écologique, et pour changer, il a recyclé certains de ses morceaux. Alors moi je dis... Le 19 février 1999, donc presque 6 mois après l'anniversaire des 10 ans, mais bon, on va pas chipoter, est diffusée la nuit des Guignols de l'info, avec donc la fiction, puis l'émission des 10 ans. La fiction qui est donc plutôt sympa. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est exceptionnel, c'est plutôt drôle sans être hilarant, c'est ambitieux, faut lui reconnaître ça. Après, le rythme est plus ou moins bon et j'en aurais volontiers repris pour quelques minutes de plus, voire même, soyons fous, une sortie cinéma. Mais le plus gros défaut pour moi, c'est la fin, où les gens reviennent et où on découvre où ils étaient pendant 24 heures. On a envie de savoir ce qui se passe, c'est ça l'intérêt en fait. Et après, d'ailleurs, quand on sait ce qui se passe, c'est très marrant en plus. Je ne suis pas d'accord, monsieur Herzog. La fin, que je ne spoilerai pas, je la trouve faible. L'explication n'est pas très recherchée. Ça ne gâche pas le plaisir, mais j'ai quand même eu envie de dire, c'est tout, et clairement, on peut trouver de nombreuses failles dans cette explication. Mais donc, même si ça aurait pu être encore mieux, si comme moi, vous avez aimé les Guignols de l'info et connaissez un minimum les personnalités caricaturées, vous n'aurez sans doute pas de problème à l'apprécier. Et même si vous n'avez pas connu l'émission et que vous ne remettez pas beaucoup de gens à part Chirac et 2-3 autres, ça constitue une curiosité amusante. De plus, c'est loin d'être interminable, ça ne dure qu'une heure. Je pense qu'il mérite d'être vu au moins une fois. Vous avez aimé cette fiction? Avec cependant une réserve sur la fin. Je l'ai trouvé vulgaire. Ah bon? Oui, les gens reviennent. C'est un peu sale. Belle poil.